J'invite, s'il vous plaît, à accueillir sur scène pour me rejoindre Serge Berthier, Virginie Courtier-Urgogonzo et Christian Leroux, s'il vous plaît. Merci Serge, je veux bien que tu te mettes à côté de moi, on va commencer avec toi, voilà. Et puis Virginie et Virginie peut-être dans le canapé, Christian le plus loin Roux, désolé Christian. Alors merci de nous rejoindre parce que on va parler de ces petites bestioles assez incroyables. Merci Serge d'être avec nous, on se connaît depuis très longtemps, depuis nos aventures du biomimétisme. Alors je sais que tu as un animal de prédilection qui est le fameux morpho, mais tu ne travailles pas que sur le morpho et sur la photonique, mais tu vas nous parler beaucoup de couleurs quand même, les couleurs dans le vivant. Physicien, professeur de physique, voilà. Sans doute un prof de physique comme on aimerait en avoir davantage, vous allez voir, qui va vous emmener dans ce monde fascinant des insectes. Professeur émérite à l'Université Paris Diderot, chercheur à l'Institut des nanosciences de Paris, l'INSP. Virginie Courtier-Urgogonzo, merci d'être là. Directrice de recherche CNRS, professeur associé à l'École Polytechnique et à l'Institut Jacques Monod. Et vous allez nous parler plus spécialement des capacités d'adhésion des insectes, ce qu'on pourrait appeler la glu. C'est vrai que généralement ça s'accroche, pas qu'avec des crochets d'ailleurs, à peu près partout. Et puis Christian Leroux, merci beaucoup d'être là, secrétaire général du groupe M2I Life Sciences. Merci beaucoup d'être là et une pensée pour Johan Fournil que vous voyez dans vos programmes. On espère que tout va bien. Il a eu malheureusement un accident de la route dimanche. Il m'a appelé sur son brancard en s'excusant de ne pas être là. Je lui ai dit franchement, il y a d'autres priorités, mais c'est sympa. Surtout, porte-toi bien. On espère que ça va aller. Merci beaucoup, Christian, de venir nous parler spécifiquement de phéromones et de ce que vous en faites du côté de M2I. On commence avec toi, Serge, si tu veux bien, pour nous faire une petite galerie de stratégies sur la flèche verte pour avancer, pour nous parler... j'ai l'impression beaucoup de nanostructures. Et je te donne un micro ici. Pardon. Merci. Merci. Tu lances mes slides, non? Tu peux appuyer sur la flèche verte. Oui. On te laisse dérouler, tu as un retour devant toi. Voilà, donc je suis physicien, je vais vous parler de photonique. Alors, la photonique, c'est l'art de manipuler la lumière. Bon, les photons ont la circonstance. Alors, manipuler la lumière, ça veut dire, eh bien, par exemple, l'arrêter ou la ralentir. La lumière, on est bien content qu'elle aille très vite, mais des fois, elle va trop vite. Quand elle rentre dans mon téléphone, elle va trop vite. L'électronique, ça ne suit pas derrière, donc on peut la freiner. On peut la faire tourner, on peut la... Enfin bon, voilà, c'est ça, la photonique. Alors, c'est une science relativement nouvelle. On n'est pas très doué dans cette affaire-là parce que ça ne se fait pas dans l'air, évidemment, ça se fait dans la matière. Et pour ça, il faut structurer la matière à l'échelle de la dizaine ou la cinquantaine de nanomètres. Donc, le nanomètre, un milliardième de mètre. Alors, c'est une chose que nous, on sait très mal faire. Mais c'est quelque chose que la nature, et en particulier les insectes, font depuis. Qu'on sait mal faire en manufacturing, c'est-à-dire qu'on sait mal reproduire à un niveau d'échelle. Bien sûr, c'est qu'on ne sait pas tellement manipuler la matière à l'échelle de 50 nanomètres. C'est une taille bizarre. On manipule mieux des molécules plus petites et des objets plus gros, mais le nanomètre, c'est difficile, quoi. Voilà. Alors, voilà. Donc les organismes, eh bien, ils ont affaire à ces lumières-là que vous voyez là. Donc les lumières qu'il y a sur la Terre, hein, c'est ça. Vous avez un spectre solaire là à gauche, au centre, pardon, avec le visible humain. Et puis à gauche, à droite, vous avez les longueurs d'onde auxquelles nous ne sommes pas sensibles. À gauche, là, vous avez les UV, les UVA, les UVB, pratiquement plus d'UVC, heureusement. Et puis de l'autre côté, vous avez l'infrarouge solaire, qui ne va pas si loin que ça. Et puis alors, nettement plus loin, vous avez les infrarouges rayonnés par les corps chauds. Donc nous, typiquement, 40 degrés, on rayonne aux alentours de 10 micromètres à peu près. Voilà. Donc c'est toutes ces lumières-là que les organismes doivent pouvoir manipuler.
Alors, bon, je peux pas, je vais vous montrer simplement quelques exemples dans chacun de ces domaines. Je vais pratiquement pas parler morpho aujourd'hui, parce que je l'ai déjà fait plein de fois ici, donc je voudrais vous montrer des choses un peu plus nouvelles. Voilà. Alors, dans le visible, hein, quand même. bon, il y en a un, ouais. Dans le visible, les façons de gérer de la lumière, c'est soit des structures, donc par exemple le morpho, structure photonique, soit des pigments, et puis il y a quand même la bioluminescence, hein, c'est une autre source de lumière, bon, même si elle n'est pas très répandue sur Terre. Voilà. Alors, voilà quelques exemples très rapides hein, de ces différentes structures photoniques. Là, pour l'instant, lorsque vous voyez là, ce sont des écailles d'un urania, donc un beau papillon de Madagascar, celui-ci. C'est une structure qu'on appelle unidimensionnelle, parce que si je regarde dedans, ben, vous voyez que dans les écailles, vous avez des couches minces comme ça. Donc la couche mince, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis des siècles. Très bien. C'est après que ces choses se gâtent. Le bidimensionnel, donc là, c'est typiquement ce que vous trouvez chez les morphos. Donc là, vous voyez déjà, il y a une première bidimensionnelle, ça veut dire qu'il y a deux structures périodiques. Hein. Donc vous en avez une que vous voyez ici, qui sont les stries qu'il y a sur ces écailles. Et puis, si vous regardez de près chacune de ces stries, vous voyez qu'elles-mêmes sont composées d'un empilement de couches minces. Donc ça vous fait bien les deux périodes. Ces choses-là, on ne sait pas les fabriquer très mal, mais par contre, on sait faire des moulages. Voilà, faire du nanomoulage, c'est encore des choses qu'on arrive à faire. Même et puis, Serge, alors, en additive printing, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Pardon ? Même en fabrication additionnelle. Si, ça se fait, mais c'est vraiment très très difficile. Hein. Et puis lorsque voilà le rêve ultime, c'est le tridimensionnel, c'est-à-dire le vrai cristal photonique, c'est-à-dire que là-dedans vous avez une structure de cristal quasi parfaite. Hein. Voilà. Alors si vous arrivez à faire ça, bah, vous avez un prix Nobel. Et si on arrive à faire ça, les bénéfices fonctionnels, c'est quoi ? Eh bien, avec ça, on fait ce qu'on veut avec la lumière. C'est typiquement dans ce genre d'objet, il faut savoir introduire de ci, de là quelques petits défauts pour l'arrêter la lumière, pour la faire tourner, pour l'envoyer dans telle ou telle direction, sélectionner des longueurs d'onde et des choses comme ça. Oui, parce que ce qui est souvent surprenant sur tes photos, c'est que c'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a des petites irrégularités. C'est un peu contre-intuitif. Bon, là tu ne m'as pas laissé assez de temps, mais il y a un autre exemple. Donc, c'est des écailles d'un petit coléoptère, hein, d'un charançon. Il y a une espèce voisine, très proche, qui a la même structure, mais complètement désordonnée. Et puis, entre les deux, il y a toute la gamme qui va du désordre à l'ordre parfait, ce qui veut dire que la nature sait faire ordonner quand il faut, mais qu'elle sait beaucoup jouer avec le désordre. Voilà. Alors là, les applications, je passe très vite, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc vous avez des tissus, par exemple, hein, c'était une des premières fibres textiles, s'appelle Morphotex, des tissus sans pigments, donc. Hein. Vous avez évidemment tout ce qui est maquillage. Les pigments utilisés dans l'industrie sont interdits les uns après les autres, donc il faut trouver des substituts structuraux, parce que la structure, ça peut être absolument n'importe quoi comme produit. Vous avez de l'affichage, un écran qui marche uniquement au soleil, il n'y a plus de piles là-dedans, et c'est uniquement la lumière du soleil avec des pixels qui sont en fait faits comme des écailles de papillons qui vous font toutes les couleurs que vous voulez. Voilà. Bon, vous avez le principe qui est là. Alors, question couleur, des choses déjà plus difficiles, c'est on aimerait bien pouvoir changer de couleur. Hein, c'est bien beau d'avoir une couleur, mais des fois, on aimerait mieux en avoir une autre. Alors, changer de couleur, c'est quelque chose qui se fait très bien. Hein. Vous voyez, bon, chez ces petites sauterelles-là, selon leur évolution, leur âge, etc., elles peuvent prendre toutes les couleurs qu'elles veulent. Voilà. Après, il y a des choses plus amusantes. Changer de couleur sous l'effet d'une contrainte extérieure. Donc l'hydrochromie, ça se trouve par exemple chez le dynaste Hercule. Quand il est sec, il est comme ça. Et puis quand il est humide, il noircit.
Alors, ce qui se passe là, c'est bien connu. Hein, vous avez la structure ici à gauche, et puis le phénomène, il se passe à droite. C'est qu'en fait, si vous avez de l'eau qui rentre dans la structure, eh bien, l'eau, elle a pratiquement le même indice de réfraction que la structure, et donc la structure devient transparente, et la lumière peut atteindre une couche de pigment noir qui est située dessous. Vous allez également trouver un phénomène un peu différent chez ce très joli petit au pli bleu, Oplia cerulea, qui, quand c'est des mâles, hein, qui sont bleus comme ça, qui s'exhibent, et puis quand il y a voilà leurs écailles, toujours magnifiques. Et quand la structure est celle-ci, c'est une multicouche complexe. Hein, vous voyez, il y a des couches, et puis dans chacune des couches, il y a des espèces de stries désordonnées. Et quand il y a de l'eau qui rentre là-dedans, vous voyez que la bête va passer progressivement du bleu au vert. Alors ça, c'est assez joli. Les mâles s'exhibent, ils montent au-dessus des tiges dans la prairie, et puis quand il y a un danger, ils se laissent tomber dans l'herbe humide et ils verdissent, ce qui participe à leur camouflage. Alors là, le phénomène, c'est quasi... C'est un principe de camouflage ? Comment ? C'est un principe de camouflage ? Probablement. Enfin, ça participe en tout cas. Là, le phénomène est à peu près le même, sauf que cette fois-ci, la structure ne devient pas transparente. Simplement, on a modifié l'indice, on l'a un petit peu augmenté, et donc la longueur d'onde réfléchie augmente aussi. Elle était bleue, elle passe au vert, quoi. Voilà. Alors évidemment, toutes ces choses-là, ça peut servir à détecter des fluides. Hein, donc ici, vous avez un détecteur de vapeur qui a été fait à partir d'une structure de morpho. Quand il y a des vapeurs qui se déposent là-dessus, eh bien voilà, ça change la couleur et c'est des choses qui se mesurent. Et alors pour finir, je voudrais vous parler un mot de l'infrarouge. Voilà, ça c'est nouveau. Enfin, c'est relativement nouveau. Je voudrais vous dire un mot des détecteurs d'incendie. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Vous avez le champion du monde ici, là, ce Buprest australien, qui détecte les départs d'incendie sur 140 km de distance, quand même. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce magnifique organisme. Il détecte quoi je vais te le dire tout à l'heure. Magnifique organisme que vous reconnaissez peut-être, non ? Les biologistes. Donc, c'est une tique. Hein. C'est joli, hein. Ça s'accroche, hein, comme on parlait tout à l'heure. Alors, la tique, c'est pas pour ça que je vous la montre, c'est parce qu'elle a au bout des pattes des petites cupules que vous voyez là derrière, là, qu'on appelle les organes de Haller, et qui sont des détecteurs aussi d'infrarouges. Donc, elles, c'est des infrarouges assez lointains, puisque c'est nos radiations à nous. Hein. Donc là, on a des infrarouges de 10-12 microns, ce qui leur permet, dans la forêt, de détecter le passage d'un mammifère, quoi, et s'accrocher. Alors, le principe de ces détecteurs, il est très simple, finalement très simple. Vous avez une petite cupule fermée comme ça, avec un fluide à l'intérieur, et quand ces fluides absorbent les infrarouges, ils se dilatent. Et ça va aller titiller un nerf ici, une terminaison nerveuse. Alors, sur ce principe-là, eh bien, il y a des gens, il y a plusieurs prototypes qui ont été faits. J'ai choisi celui-là parce qu'il y a une détection optique, donc ça me parle mieux. Mais vous voyez, vous avez une membrane qui va absorber l'infrarouge, qui va chauffer le fluide qui est derrière, et ce fluide va déformer une membrane et donc modifier le signal optique qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a une source lumineuse là, et puis la lumière est renvoyée sur le détecteur. Voilà, je crois que j'ai fait mon temps là. C'est génial, non mais on pourrait l'écouter pendant des heures. Je ne sais pas si Virginie, Christian, vous aurez des réactions, mais on est tous assez captivés parce que tu réussis à nous faire admirer une tique au microscope, c'est quand même pas mal. C'est joli. Bon, alors c'est assez marrant parce que les détecteurs sont au bout des deux pattes avant, comme ça. Donc, en fait, ils marchent tous de la même façon. Hein. Ils avancent pas, enfin, ceux qui volent, ils avancent pas droit. Et puis, ils comparent les signaux à droite et à gauche, comme ça. Et puis, comme ça, ils arrivent à savoir, à remonter sur le bois brûlé, quoi. Et souvent, alors on parlera avec Christian Leroux, M2I, de détection aussi à travers les phéromones. Mais là, dans ce que tu décris, c'est souvent soit pour produire un effet, soit pour être finalement, j'essaie de pas trop me projeter en gardant Guillaume Lecointre en tête, mais en essayant d'être ultra réactif à son environnement, c'est un des objectifs. Détecter des odeurs, détecter des changements d'hygrométrie. C'est de l'information, tout ça. C'est de l'information. Donc en fait, elles sont multiples, hein, elles passent par tous les sens.
Et donc, chaque fois, il faut des détecteurs monstrueusement performants, hein, évidemment, quoi. Les phéromones, on est très très loin. Bon, ça, on fait des détecteurs d'explosifs, comme ça, on en a déjà parlé, je crois, ici. On est encore très très loin du Bombix. Ah oui, le Bombix, le fameux Bombix. Tu connais M2I ou pas? L'entreprise M2I? Non. Ben, tu vas voir. Tu vas voir. Bien, Serge, si tu veux bien t'asseoir à nouveau à côté de moi. Mais on va enchaîner avec Virginie. On terminera avec M2I. On a vu déjà des petits crochets de tiques. Vous allez nous parler des stratégies d'adhésion et des capacités d'adhésion des insectes. Merci beaucoup. À travers différentes stratégies, là aussi, variées. Parce qu'on l'a bien vu, hein, il y a toutes les stratégies possibles dans le vivant. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous parler d'adhésion chez les insectes. Donc, la dernière fois que vous avez vu un moustique sur un mur, vous avez sûrement pensé à l'éliminer, mais est-ce que vous vous êtes aussi émerveillé par le fait qu'il arrive à s'accrocher à une surface verticale et même au plafond? En fait, il y a de nombreuses espèces d'insectes qui sont capables de se déplacer sur des surfaces verticales. Et deux mécanismes principaux ont été identifiés qui permettent à ces insectes de se déplacer. Le premier que vous voyez ici chez l'abeille, donc à l'extrémité des pattes de l'abeille, on a deux crochets. Donc si l'abeille doit se déplacer sur une surface rugueuse, ça va être ces crochets qui vont s'accrocher et qui vont lui permettre de marcher. Et par contre, si la surface est verticale et lisse, les deux crochets vont s'écarter. Et on a une petite structure qu'on appelle l'arolium, qui correspond à un petit coussinet qui est rempli de liquide visqueux, qui va s'ouvrir et il va entrer en contact avec la surface. Et la surface de ce coussinet est couverte d'une petite couche de liquide. Et ça va permettre à l'animal, du coup, de s'accrocher précisément sur des surfaces lisses. Et donc, il y a des chercheurs qui ont réalisé des films à haute définition. Ils ont vu que cet arolium se déplie et se replie toutes les 30 à 40 millisecondes, ce qui permet à l'animal de se déplacer rapidement sur une surface. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes utilisés. Virginie, c'est pas le fameux effet Van der Waals du gecko. C'est autre chose encore. En fait, on ne sait pas exactement comment ça marche. Donc ça passe par une petite couche de liquide. Donc ça peut être aussi par la viscosité et par la capillarité. Le gecko, c'est une adhésion sèche. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc là, oui, c'est sûrement via cette petite couche de liquide. Voilà. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui a été détecté, donc par des coussinets souples. Le deuxième mécanisme, c'est par l'utilisation de soies, donc des longs poils qu'on va retrouver à la surface des pattes. Et donc là, vous avez un exemple vraiment intéressant donc qui s'appelle le scarabée tortue de Floride. Donc sur chacune des pattes, on a plus de 10 000 poils. Et à l'extrémité des poils, on a une petite goutte de liquide qui est un liquide visqueux, qui est surtout de l'huile. Et quand il se déplace sur une surface, en général, il n'y a que quelques poils qui vont toucher la surface et il dépose des toutes petites traces d'huile. Par contre, quand il rencontre son prédateur, la fourmi, là, il va vouloir se coller et empêcher la fourmi de le manger. Et donc là, il va appuyer plus fortement avec ses pattes, ce qui fait que de nombreux poils vont être collés à la surface. Il va donc y avoir pas mal de grosses traces de liquide déplacées. Et ensuite, comme il a une forme de carapace, comme une carapace de tortue, les fourmis ne vont pas réussir à le décoller. Et ça lui permet de résister à des forces de traction qui vont jusqu'à 60 fois son poids. Ah oui. Et pendant plus de 2 minutes, il peut résister. Voilà. Et donc, en fait, le moustique, lui aussi, il a des poils à la surface, à l'extrémité de ses pattes, et c'est par un mécanisme qui ressemble un petit peu, probablement, qui se fixe, mais c'est moins connu. Donc, on peut imaginer, en fait, qu'au cours de l'évolution, surtout pour les espèces d'insectes qui sont herbivores, les plantes ont évolué des mécanismes pour empêcher les insectes de marcher sur leurs tiges ou sur leurs feuilles, et pour éviter que les feuilles soient détruites. Et en réaction à ça, au cours de l'évolution, les insectes ont évolué des mécanismes pour mieux se déplacer sur des surfaces lisses et difficiles, sur lesquelles il est difficile de s'accrocher. Et donc cela explique, est une des explications qui permet de comprendre pourquoi chez les insectes, on retrouve des mécanismes très développés qui leur permettent de se déplacer sur des surfaces relativement lisses. Donc ça, c'est pour tout ce qui est locomotion. On a aussi des phénomènes d'adhésion chez les insectes qui concernent la copulation. Donc, par exemple, chez ce dorifore, la copulation peut durer plusieurs heures.
Et donc le mâle a évolué des structures particulières sur ses pattes. Donc vous voyez ici, c'est des poils qui se terminent par des structures arrondies qui font que les pattes vont rentrer en contact avec une grande surface de contact avec la cuticule de la femelle. Et même si cette cuticule est lisse, ça lui permet de s'accrocher très bien à la femelle. Et donc ces petits poils que l'on voit chez le mâle, on ne les retrouve pas chez la femelle. Je ne ferai pas de commentaires. Oui. Et donc il n'y a pas seulement au cours de la copulation, il y a aussi des cas où on a des phénomènes d'adhésion de deux organes ensemble. Donc par exemple ici chez la punaise verte que vous avez peut-être déjà rencontrée en région parisienne. Donc quand les ailes sont au repos, elles ne sont pas couplées l'une à l'autre. Il y a donc l'aile antérieure et l'aile postérieure. Et par contre, si l'animal prend son envol, en quelques millisecondes, les deux ailes vont se coupler grâce à un mécanisme qui commence à être étudié. Donc en fait, on a un système de fente dans l'aile antérieure qui s'est couplé à l'aile postérieure qui, elle, est pliée avec une façon bien particulière, qui fait que les deux ailes vont rentrer l'une dans l'autre facilement. Et ensuite, elles restent couplées pendant le vol. Et il va y avoir des changements d'angle de l'aile antérieure par rapport à l'aile postérieure qui permettent le vol et qui persistent pendant tout le vol. Et donc la façon dont ce repliement se fait qu'il y a très peu de friction, très peu de perte d'énergie. Donc c'est vraiment un mécanisme qui paraît optimisé et qui est très spécifique. Et donc on a différents modes comme ça d'adhésion, enfin de couplage des ailes antérieures et postérieures. Donc chez les papillons aussi, on a d'autres mécanismes. Donc les insectes, donc vous pensez souvent à la forme adulte, mais souvent les insectes, ils ont aussi des formes larvaires qui souvent vivent plus longtemps que les formes adultes. Nous, on est biaisés aussi. On a toujours envie d'étudier les adultes, mais c'est intéressant aussi d'étudier des formes en voie de développement, enfin en développement. Donc, par exemple, les œufs chez les insectes, souvent, on va les trouver dans des zones qui sont un petit peu cachées. Et chez les papillons, notamment, la femelle, quand elle va pondre ses œufs, elle va aussi produire une colle qui permet aux œufs d'être accrochés et de résister au vent ou à la pluie, qui fait que les œufs vont rester toujours dans un endroit propice à leur développement. Et chez la pierrite du chou, par exemple, elle va pondre ses œufs sur les surfaces des feuilles des choux, ce qui fait que quand les chenilles vont éclore des œufs, elles vont se retrouver exactement dans le milieu où elles peuvent manger directement les feuilles. On a aussi des phénomènes d'adhésion chez les larves. Donc ici, vous avez une chrysope. Et sur ces larves, on a plein de poils qui sont de différentes longueurs et qui vont permettre à des débris, donc des saletés, de s'accrocher. Et du coup, l'animal va être recouvert de saletés. Donc il y a des poils petits qui attirent plutôt des petites saletés, d'autres plus gros qui attirent des grosses saletés. Et ça lui permet de se camoufler et de ne pas être détecté par les prédateurs. Donc c'est des saletés qui vont rester accrochées. C'est ça, quand leur chambre est mal rangée, c'est pour se camoufler en fait. Oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc c'est difficile, quand on les détecte aussi, on ne voit plus du tout leur anatomie. Elle est totalement cachée par les détritus qui sont collés à leur surface. Ouais. C'est génial. Ouais. Voilà, donc globalement, il y a énormément de mécanismes différents d'adhésion. Donc si on veut les classer, on pourrait dire qu'il y a des adhésions sur un temps très court. Il y a aussi des adhésions qui vont être transitoires et des adhésions plus permanentes, par exemple chez les œufs ou au moment de la métamorphose où le cocon va être accroché de façon plus permanente, ou même l'animal parfois. Voilà. Et donc pour la locomotion, donc on a surtout de l'adhésion qui est courte ou transitoire. Pour la résistance à la prédation, donc ça peut être une adhésion courte ou transitoire, comme on l'a vu avec le scarabée tortue de Floride, ou plutôt permanente, comme avec les œufs de la pierrite du chou. Je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi des cas où les insectes, sur leur langue, vont avoir des substances adhésives qui vont leur permettre de capturer des proies très facilement et de les ingérer facilement. Donc ça, c'est la prédation qui implique plutôt des mécanismes d'adhésion sur des temps courts. Et après, on a tout ce qui est couplage ou copulation, on a des adhésions courtes ou transitoires. Donc selon les types d'adhésion, on va avoir implication de force de Van der Waals ou de force due à la capillarité ou la viscosité du liquide, ou alors l'utilisation de crochets. Et pour tout ce qui est adhésion sur des durées plus longues,
plutôt là, on va voir production de colle qui peuvent avoir des propriétés chimiques très différentes selon les espèces, ou alors des systèmes de clés-serrures ou de ventouses, ou même parfois des boutons pression. Donc il y a vraiment énormément de diversité au niveau des processus qu'on peut détecter. Donc la recherche qui se fait sur ces moyens d'adhésion chez les insectes, c'est une recherche qui est multidisciplinaire, donc, qui implique de la biologie, donc l'écologie, comprendre les fonctions de ces mécanismes du point de vue de l'animal et de l'écologie, de l'écosystème, mais aussi des méthodes de génétique, biologie moléculaire. Et il y a aussi tout ce qui est physique, tout ce qui est biomécanique, et aussi de la chimie pour comprendre notamment les propriétés particulières des cols. Donc cette recherche, elle se fait en 3 étapes. Premièrement, trouver des insectes intéressants qui ont des propriétés qui pourraient être utilisées. Ensuite, comprendre les mécanismes d'adhésion impliqués. Et enfin, une 3e étape, utiliser nos connaissances pour avoir de nouvelles idées et pour développer de nouveaux procédés d'adhésion. Donc cette dernière étape, pour l'adhésion des insectes, elle n'est pas encore vraiment utilisée. On en est vraiment au tout début. Mais c'est une discipline qui se développe énormément ces dernières années. Et donc nous, au laboratoire, on étudie une colle produite par les mouches drosophiles qui leur permet de s'accrocher au moment de la métamorphose. Et donc je vous invite à aller écouter notre étudiante en thèse, Manon Meunier, au Biomime Challenge cet après-midi. Elle vous présentera nos recherches. À 14h, dans la salle Louis Armand, là-bas. Voilà, merci. Formidable. Merci beaucoup, Virginie. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Justement, pour rebondir sur le projet qui sera présenté tout à l'heure, comment, vous parlez beaucoup de pluridisciplinarité, c'est bien normal, on a bien compris. Comment se passent des échanges avec des industriels ou des entrepreneurs? Est-ce que vous savez à l'avance ce que vous cherchez pour essayer de répondre à un problème donné, ou est-ce que c'est le chemin inverse, ou également en complément, vous trouvez des choses étonnantes et vous en discutez avec je ne sais qui? Comment ça marche? Oui, nous, en fait, on est vraiment au tout début. Donc, nous, pour l'instant, on fait un travail multidisciplinaire, mais vraiment avec des chercheurs. Donc, on a des physiciens, des chimistes qui interagissent avec nous. Et on interagit aussi avec des personnes, par exemple, qui travaillent sur les fourmis, parce qu'il y a aussi des interactions entre la drosophile et les fourmis. Donc, pour l'instant, on en est vraiment à l'étape de la recherche. Donc, on n'a pas encore interagi avec des ingénieurs ou l'industrie. Mais donc, ça sera un peu plus tard, je pense. Oui. Voilà. Et à l'heure des enjeux environnementaux, de pollution diverses, à votre avis, dans les années qui viennent, quels sont s'il y avait un bénéfice ou deux qu'on pourrait imaginer suite à vos travaux de recherche, ce serait lesquels? Nous, c'est ce dont on a un peu parlé déjà ce matin. Donc nous, c'est vraiment développer de nouvelles colles qui ne sont pas toxiques pour l'environnement parce qu'elles sont à base de protéines. Et donc vraiment mieux comprendre ces mécanismes qui font que cette colle est adhésive. Et aussi, c'est une colle qui peut se décoller et se recoller facilement. Donc ça peut aussi être utile pour différentes applications. Mais pour l'instant, on essaye plus de la comprendre. Mais comme c'est une colle qui est produite par les drosophiles, on peut utiliser la génétique pour vraiment mieux comprendre l'effet des différents gènes. Donc on espère pouvoir avancer facilement sur la deuxième question, comprendre les mécanismes. Super. Merci beaucoup. On va en parler avec M2I. J'avais juste pour la transition une dernière question. On a remarqué que c'est le scarabée tortue qui, selon le nombre de poils finalement qu'il applique, a une adhésion plus ou moins forte. Donc c'est le même phénomène, c'est le même principe qui peut lui permettre d'adhérer de manière très éphémère ou très fortement longtemps. Mais c'est pas d'autres principes. Voilà, oui, c'est le même. Donc ça dépend de la force qu'il exerce sur le substrat. Est-ce qu'il appuie fortement sur ses pattes ou pas? Alors que nous, généralement, pour faire une adhésion éphémère, on utilise un principe, pour faire une adhésion forte, on utilise un autre, etc. etc. C'est là où la nature est assez captivante, c'est qu'elle réussit à être multifonctionnelle et multi-usage à travers le même principe, c'est ça, hein? Oui, parce que ça lui permet à la fois de se déplacer ou alors de s'accrocher fortement pour résister au fond. Alors, on va voir avec M2I que les phéromones, c'est aussi multi-usage, hein, ça peut être utilisé dans différents cas de figure. Je voudrais remercier Christian Leroux d'être là pour nous parler de M2I Life Sciences. Alors, en attendant, et merci beaucoup, tu t'es manifesté hier soir pour prendre le relais de Johan. Moi, j'avais juste posé une des planches de notre Biomime Galerie qui parle de M2I.
Vous pourrez la retrouver. On a des expos sur le niveau S2. Mais puisque tu es là, tu vas pouvoir nous raconter ces histoires de phéromones, d'où c'est parti. Et puis là, pour le coup, on est face à un entrepreneur, une entreprise M2I, qui applique des choses, et notamment pour protéger les cultures, mais pas les cultures, les forêts, les jardins. Merci beaucoup, Christian Leroux. Merci Alain. J'ai senti que tu étais perturbé lorsque Madame a parlé du temps de copulation du dorifort. Moi, je vais un peu te frustrer parce que nous, notre objectif, c'est d'empêcher la copulation. Avec nos phéromones, le principe de la phéromone, c'est l'odeur sexuelle que sécrète l'insecte femelle pour communiquer avec le mâle et l'attirer. Et donc, nous reproduisons en travaillant avec l'INRAE, notamment, on a beaucoup travaillé avec Brigitte Frérot, qui est la grande papesse des phéromones au sein de l'INRAE, sur la reproduction de ces odeurs pour éviter que les insectes ne se rencontrent. Et donc, le principe est tout simple, c'est que nous reproduisons en laboratoire l'odeur, et nous faisons en sorte que l'insecte mâle arrive dans une zone et se dit formidable, il y a 50 femelles qui m'attendent. Et puis en réalité, c'est un piège avec une bouteille à mèche. Vous en avez dans le stand de présentation à l'intérieur du hall. Et l'insecte tombe dans le piège. Il meurt naturellement, parce que nous ne le tuons pas, nous l'empêchons de se reproduire, mais nous ne le tuons pas. Et la femelle non fécondée, c'est entre 400 et 500 larves en moins sur la parcelle que l'on veut protéger. Et donc on a développé ce système, et puis on l'a amélioré. On a inventé un principe de nanocapsule. Et donc, nous faisons de la micro-nanocapsulation avec de la cire d'abeille et d'huile de tournesol. Et donc, ces nanocapsules, à l'intérieur desquelles nous mettons ces phéromones, se dilatent progressivement dans la nature. Et nous pouvons les utiliser aujourd'hui, ce qui est la révolution que l'on a apportée au monde agricole, comme un simple pesticide traditionnel. Sauf que nous, notre produit est non toxique, non écotoxique, il n'y a pas de résidus, il ne se répand pas dans les eaux, il ne se répand pas dans la terre, et fait en sorte que l'insecte ne puisse pas rencontrer la femelle. Et donc le principe de cette nanocapsule, c'est un lait de phéromone que l'on fait, 135 grammes sur un hectare de vigne, par exemple, que l'on mélange avec de l'eau, qu'on pulvérise sur le champ de vigne, et l'insecte arrive dans le nuage, et c'est de la confusion sexuelle. Il cherche la femelle, il tourne, il ne la trouve pas parce que l'air est saturé d'odeurs sexuelles. Il ne la trouve pas, il meurt naturellement, il reste nourriture propre pour oiseaux, et la femelle non fécondée. Là, il n'est même pas piégé. Là, il n'est même pas piégé, il est frustré. Il passe son chemin ou... Il est frustré. Voilà. Et l'avantage de la phéromone, c'est que chaque phéromone est spécifique par espèce. C'est-à-dire que lorsque l'on veut protéger la vigne contre la lobésia, le ver de la grappe, ou le palmier contre le charançon rouge du palmier, l'abeille qui passe par là, la coccinelle, la libellule qui passe par là, n'est pas concernée, ce n'est pas sa famille, elle vit sa vie. Alors que le pesticide traditionnel, il tue tout sur son passage. Nous, on empêche la reproduction à un endroit donné, sur un site donné, pour que les insectes ne viennent pas manger ce qu'ils ne sont pas censés manger. Combien de temps ça dure ? Alors, en fonction de la fabrication de la nanocapsule, elle se dilate, et elle peut se dilater entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon les besoins de l'agriculteur, selon les besoins du jardinier amateur, parce qu'on protège aussi bien la croisette de la ville de Cannes avec ses palmiers que les vins de Château Yquem, ou que les vins de Champagne, ou que les grandes surfaces de maïs au Brésil, en Argentine ou au Nigeria. Donc on est vraiment sur tout type d'agriculture. Le principe, c'est que les insectes voyagent. Et donc, tu as des insectes dans le monde entier qui arrivent de façon totalement incontrôlée. On parle beaucoup, pour ceux qui connaissent la pyrale du buis, cet insecte n'existait pas en Europe il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il est arrivé dans des containers infestés de Chine, en Italie, et ensuite il a envahi l'Europe. On parle beaucoup du charançon rouge du palmier. Cet insecte s'est propagé à partir de 1992, plus particulièrement en Espagne, après l'exposition universelle de Séville, où tous les pays du Golfe avaient des palmiers qui étaient infectés, qui sont restés sur place. Et aujourd'hui, ce charançon est arrivé en Égypte, sur la rive sud de la Méditerranée, en Italie, sur la rive nord de la Méditerranée. Donc ce sont des insectes qui vivent, qui se développent. Et nous, notre objectif, c'est non pas de les tuer, parce que nous ne les tuons pas, mais les empêcher de se reproduire là où on ne veut pas qu'ils vivent. Un exemple concret, on a beaucoup travaillé au château de Versailles, le potager du roi, le potager de la reine, etc. Vous n'avez pas de pyrale du buis. Par contre, dans la forêt de Marly, à 800 mètres du château de Versailles, vous avez des millions de pyrales du buis qui vivent. Donc on n'atteint pas la biodiversité,
on réduit l'utilisation des pesticides. Ah oui, donc en fait, vous l'envoyez chez les voisins, c'est un peu ça. Je le lèche chez le voisin. Je le lèche chez le voisin. Est-ce qu'on est sur un substitut 100% ou sur un complément par rapport à des produits phytosanitaires, on va dire conventionnels? Est-ce que ça remplace totalement ou est-ce que c'est progressif? Alors, c'est une question compliquée. Nous, notre objectif, c'est de remplacer à terme totalement les produits phytosanitaires. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Union européenne a interdit plus de 40 types de pesticides traditionnels sur le territoire de l'Union. Dans la pratique, sur des produits tels que le jardinier amateur, le buis, le palmier, la chenille processionnaire du pin, on peut y arriver à 100%. Sur les grandes cultures, c'est plus compliqué. D'abord, il y a un problème d'acculturation des agriculteurs qui ont besoin d'être certains que les produits sont efficaces. Qui ont des doutes sur l'efficacité, oui. Donc il peut y avoir des interrogations sur l'efficacité. Aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, de pédagogie, et nous avons la chance d'un côté d'avoir de très bons rapports avec le VVF, et je sais que le VVF soutient ton opération, Alain, mais de l'autre côté, on travaille très étroitement avec la FNSEA, avec les contrats de solutions que la FNSEA a mis en place pour faire comprendre aux agriculteurs que l'utilisation de ce type de produit au même prix qu'un pesticide traditionnel, a une efficacité à 95% qu'un pesticide traditionnel, est mieux pour la santé de l'agriculteur, la santé des riverains et la santé du consommateur. Non, mais c'est assez étonnant. Peut-être une réaction de nos deux chercheurs sur cette stratégie d'évitement inspirée des phéromones. Alors, mais, si tu permets, je oui, n'ai pas terminé ma réponse sur le combinatoire. Nous travaillons effectivement aussi sur du combinatoire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on pouvait aujourd'hui réduire de 20, 30, 40% l'utilisation de pesticides traditionnels sur des grandes cultures. On a des essais en cours actuellement au Brésil sur le maïs, où on a des zones où on fait 100% biocontrôle, donc phéromones, 70% phéromones, 30% phéromones, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est efficace et que ça va réduire progressivement l'utilisation des pesticides. Et c'est une démarche. Pour tout te dire, cet après-midi, je suis au ministère de l'Agriculture avec les responsables des végétaux qui intéressent les autorités nationales, qui intéressent les autorités étrangères, mais qui aussi intéressent les agriculteurs qui se disent, au lieu de faire du 100% pesticides, si je fais plus que 70, voire du 60, et à terme du 50, voire du 0, c'est gagné, et c'est gagné pour la planète. Oui, Virginie, vous vouliez... Oui, moi j'avais une question peut-être un peu naïve, mais donc dans les champs, comment ça marche concrètement pour mettre les pièges? Parce que est-ce que ça gêne pas les machines après quand ils vont récolter? Dans les champs concrètement, en fait, on a inventé des méthodes d'application qui s'adaptent en fonction des cultures. Donc on peut avoir aussi bien des pièges à l'entrée des champs ou à l'intérieur des champs, mais ça c'est pour les petites parcelles. On le fait essentiellement par exemple pour les bananeraies. Pour le maïs, on peut faire de la pulvérisation. C'est-à-dire que notre lait de phéromone que l'on mélange avec de l'eau, l'agriculteur l'utilise comme s'il utilisait un basique pesticide traditionnel, sauf qu'il pulvérise là un nuage de confusion sexuelle, sans aucune toxicité, et donc ça ne change rien dans sa méthode d'utilisation. Et par exemple, sur les pommiers, on a inventé un système de petite pression. On met une sorte de pâte mastic, une sorte de chewing-gum sur le pied du pommier qui diffuse l'odeur lentement. Et puis pour vous faire rêver, sur la chenille processionnaire du pin, sur les insectes qui s'attaquent aux châtaigniers et aux noyers, on a inventé des billes de paintball. Et donc, on fabrique des billes de paintball à base d'huile de colza, cette fois-ci, et de cire d'abeille. On met la phéromone à l'intérieur et on utilise le fusil de paintball pour tirer sur la canopée, parce que c'est souvent très haut. Et donc, la bille explose sous la canopée, fait son nuage de phéromone et réplique le système que je vous ai indiqué de confusion sexuelle. Oui, c'est aussi pour protéger des zones forestières. C'est pas que pour les cultures et les jardins. Je ne sais pas si Serge, tu as une réaction sur ces stratégies de phéromones, mais c'est assez captivant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que M2I est une entreprise qui se développe. C'est une des plus grosses levées de fonds en agro en 2019, si je ne dis pas trop de bêtises. Il y a une vraie dynamique économique aujourd'hui autour de ces applications, on va dire bio-inspirées. On va dire que la bio-inspiration, c'est le grand estuaire, et puis ensuite il y a des ramifications. On peut être à la fois entre le biomimétisme, le biocontrôle, sans oublier qu'il faut injecter de l'éco-conception, penser économie circulaire, etc. Là aussi, il faut être hybride et composite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques années
beaucoup d'applications issues de la grande famille de la bio-inspiration et du biomimétisme pour protéger les cultures. Vous pouvez aller voir Mycophyto, Justine Lipuma interviendra plus tard dans la journée, sur ces activateurs à travers des champignons mycorhiziens qui vont stimuler les connexions. Marc-André Solos viendra nous parler de la richesse des interactions. Les interactions, ça crée la vie. Et donc, on voit beaucoup d'applications issues du biomimétisme. Vous parliez, Virginie, d'une candidate pour le BIM Challenge tout à l'heure. On a une ancienne lauréate qui a créé Cearitis, qui venait de Subbiotech, qui là aussi essaye de protéger les oliviers d'une certaine mouche, voilà, la mouche de l'olive. Je ne connais pas son principe d'application, mais il y a beaucoup de choses, d'idées qu'on peut tirer du vivant pour essayer de moins polluer, d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Comment vous percevez chez M2I cette tendance de marché, entre guillemets? D'abord, c'est une tendance sociétale. Il y a un rapport très important qui est sorti en 2018 de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'environnement et de l'agriculture, donc des 3 gros ministères, qui dit, noir sur blanc, c'est un rapport officiel, ce n'est pas une ONG, que sur les 6 millions d'adhérents de la mutualité sociale agricole, il y en a 1 million qui vont déclencher des maladies dues aux pesticides. Donc déjà, il y a une prise de conscience. Ensuite, il y a la prise de conscience sociétale, vous, moi, tous au quotidien, qui est de dire on veut manger des produits dont on sait qu'ils sont à peu près propres. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que les autorités ont décidé l'interdiction d'utilisation néonicotinoïdes et de pesticides traditionnels, et que les géants aujourd'hui sont devant le pied du mur. Vous avez vu le film Goliath qui relate beaucoup de choses, mais aujourd'hui un pesticide traditionnel, c'est 5 ans de R&D, 5 ans d'homologation, 250 millions de dollars. Il n'y a plus un seul pesticide traditionnel dans les pipes de R&D de Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une évolution. Les produits comme les nôtres, Biocontrol, c'est 2 années d'essai en champ, 1 année, voire 1 année et demie de traitement à l'ANSES, même si l'ANSES a énormément progressé depuis 3-4 ans par rapport à il y a une dizaine d'années pour l'homologation. Et c'est 1 à 1,5 million d'euros par produit. Donc tu vois l'échelle, 250 millions, 1 million d'euros, des interdictions des produits autorisés. Et donc il y a une vraie évolution progressive qui va se faire sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, je vends mes produits dans 25 pays. Donc il y a une révolution progressive dans l'ensemble de la planète et les autorités de contrôle, les autorités sanitaires, type l'ANSES en France, ont totalement compris les enjeux. J'ai 60 homologations aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, issues à la fois des traitements de l'ANSES et d'autres agences réglementaires. Écoutez, voilà, on voulait vous proposer cet échange sur les insectes avec à la fois des chercheurs et des entrepreneurs pour vous montrer la diversité de l'écosystème et puis surtout que cette nature inspirante peut nous aider dans notre vie quotidienne, surtout avec des agriculteurs qui cherchent des substituts, qui cherchent des solutions nouvelles. Merci beaucoup Serge Berthier, Virginie Courtier-Ogogozzo et Christian Leroux. Merci beaucoup.